Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui ce n'est pas un interview, c'est une discussion que je vais avoir avec Sylvie Vignac. Bonjour Sylvie. Bonjour Nassim. En tout cas c'est avec beaucoup de plaisir qu'on fait cette vidéo, c'est une co-création. Elle est on va partager justement sur le sujet de la dépendance affective et qui est liée aux relations et les impacts que cela engendre à l'ensemble de la vie de l'individu. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'il y aura cette discussion entre Sylvie et moi. Donc aujourd'hui on se retrouve sur ce thème des relations affectives, de la dépendance affective qui te touche toi en tant qu'expert et moi aussi en tant que sophroanalyste, et sous des angles à la fois différents et à la fois communs, et c'est ce qu'on va échanger là pour voir que sous des facettes différentes, on va pouvoir traiter ce sujet de façon très complète. Tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a emmené à la sophroanalyse? Écoute, c'est une histoire très personnelle, qui est une histoire à la fois, de toute façon, tous on a derrière le travail qu'on fait quelque chose qui est très personnel, et c'est ça qui fait notre richesse aussi, c'est qu'on a fait un parcours de nos blessures, de nos incompréhensions, de nos quêtes, et que ma quête à moi, ça a été quand j'ai été maman, et pendant mes grossesses, d'avoir des charges affectives, des charges émotionnelles très très intenses, sans trouver personne qui m'accompagne pour ça, qui m'aide à comprendre ce qui se passait pour moi. Et j'ai vécu avec ça, mais c'était là, première grossesse. Deuxième grossesse, c'était encore un peu plus fort, comme quelque chose qui s'amplifie. Et quand j'ai rencontré Claude Imbert, qui elle est la spécialiste des mémoires prénatales, alors quand elle a parlé des mémoires prénatales, c'est-à-dire ce passage de la vie qu'on vit tous incontournablement de toute façon, entre la conception et la naissance, et bien cette période-là, elle est chargée d'informations qui sont toujours là en nous, qui sont toujours là de façon très inconsciente, mais très active et très présente. Et en fait, ce dont j'ai pris conscience avec elle, c'est qu'en vivant mes maternités, j'ai réveillé ma vie, ma gestation à moi, ma vie prénatale à moi, donc, et toute mon histoire à moi. Donc, j'avais des bonnes raisons du fait de mon histoire d'avoir des charges émotionnelles intenses, et c'est ce que j'ai compris avec elle. Cette idée que tu as fabriqué ton système d'auto-sabotage, alors moi j'ai envie de te dire, le système d'auto-sabotage il était peut-être déjà là en toi bien avant et depuis longtemps. Alors qu'est-ce qui se passe, et ce que j'ai vraiment appris et ce que je mets en pratique dans la sophroanalyse, qui est la sophrologie, l'écoute du corps, la respiration, la détente, mais l'écoute du corps aussi sur le plan du décodage biologique, et l'analyse qui est une analyse vraiment axée particulièrement jusqu'aux mémoires prénatales, pas que sur les mémoires prénatales, parce que la vie est bien trop vaste pour qu'on la cloisonne, mais justement plus on peut étendre tous les champs de la vie, plus on va avoir du recul et une vue globale qui nous permet d'avoir un éclairage qui nous déculpabilise, qui nous fait regarder les choses différemment. Alors ces programmes, on a l'impression peut-être de se faire consciemment d'auto-sabotage quand on est adulte, et bien ce sont des fonctionnements qui sont en nous, qui se sont créés en nous il y a bien longtemps, sur des blessures et sur des croyances qui sont justement où on va trouver des noyaux et des sources dans la période de la vie prénatale. Ce que je vais partager ici, parce que je sais que c'est aussi quelque chose que j'ai accompagné chez plusieurs personnes, et que c'est une histoire de vie qui n'est pas si rare que ça et qui laisse beaucoup d'empreintes, c'est le fait d'être né dans une fratrie après un enfant qui est mort. Et cette place-là n'est pas si facile à prendre, justement, parce qu'il y a tellement d'événements qui se passent autour d'un drame comme ça. Quand on arrive dans une fratrie après un événement comme ça, et bien forcément
notre histoire est teintée par le drame qu'ont vécu les parents, particulièrement qu'ont vécu la mère, et ça va forcément impacter aussi sur la relation d'attachement, sur la relation d'investissement, d'amour de la mère, qui est aussi teintée incontournablement, c'est pas possible de faire autrement, par par des peurs. Par des peurs, une mère qui a vécu ça, ce drame de perdre un enfant, l'enfant suivant, forcément, elle va l'attendre avec tellement de peur de perdre à nouveau, que sa relation d'attachement ne va pas être le même. C'est juste un exemple pour dire que ce qu'on vit avant même la naissance vient nous impacter, vient s'installer en nous, avec beaucoup de programmes qui ne sont pas du tout des programmes conscients, mais pourtant des programmes qui vont nous suivre inconsciemment tout le long de notre vie et à un moment se manifester dans des relations affectives. On se retrouve après par conséquent dans la peur de perdre au lieu d'être dans l'amour, ce qui est en fait tout l'antithèse, mais qui se crée de manière inconsciente. Ça ne se fait pas non plus de manière volontaire, qu'on soit bien d'accord. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est à la fois de pouvoir regarder la vie dans son ensemble, ni en termes de comment dire, je me suis programmé ça, c'est-à-dire je porte toute la responsabilité, ni en termes de mais c'est pas de ma faute du tout, c'est-à-dire c'est un jeu de la vie. Et c'est quand je propose cette lecture large des mémoires prénatales jusqu'à en quoi les mémoires prénatales peuvent de façon inconsciente avoir encore un rôle dans ce que nous vivons à l'âge adulte et dans nos comportements, et dans nos blessures et dans nos schémas répétitifs. Alors c'est ça, c'est d'élargir le spectre de la vie et de le regarder vraiment de la regarder dans sa globalité. Et c'est ça qui m'a plu dans la sophranalyse, c'est ce champ d'exploration qui est très large et qui permet justement de retrouver à la fois de remonter le temps, pas forcément pour y rester très longtemps et de retrouver intensément les émotions, mais plus pour retrouver là où sont les noyaux, prendre l'information et puis revenir à aujourd'hui pour retrouver tout le potentiel qui est là aujourd'hui. Voilà, c'est comme réouvrir une porte qui en fait, parce qu'on ne les a pas oubliées ces mémoires, elles sont là et en fait elles sont toujours actives. C'est ça qui est juste, voilà, c'est la vie qui fait ça, il n'y a pas de faute, c'est ni bien ni mal, c'est juste que c'est la vie qui est comme ça. Donc plus j'ai pu explorer aussi mon histoire à travers cette lecture-là, plus j'ai aimé la vie et plus j'aime la vie et plus j'ai envie d'accompagner les gens qui sont dans ces blessures et dans ces souffrances, parce que quelquefois c'est juste une bonne information bien ciblée qui va permettre de faire ce switch, cet autre regard qui va apporter une autre lecture des événements et qui va libérer beaucoup de choses. Ce que tu démontres, ce qui est super intéressant, c'est que quelque part, il y a le détachement du système binaire. Bien, mal, gentil, méchant, plus, moins, etc. Et que tu reparles justement de se reconnecter à la vie, alors que en général la vie c'est quelque chose d'illimité, c'est de l'abondance. Et quelque part tu recrées cette connexion avec cette abondance. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que tu viens de dire. C'est magnifique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te demande le plus la plupart des gens que tu amènes en sophroanalyse, que tu accompagnes? Je dirais que la majorité des situations que j'accompagne, quand on remonte le fil, on va trouver vraiment les conflits relationnels avec la mère. Quand je dis ça, bien sûr, même si ça sous-entend des colères, des sentiments de non-désir, de non-amour, il y a ça qui est exprimé. Mais au fond, c'est comme arriver à retrouver dans le travail qu'on fait ensemble les bonnes informations qui vont permettre de voir les choses autrement. Parce que je pense profondément que si chacun des êtres humains sur cette terre, si on est là, c'est qu'on a notre place ici et qu'on a reçu beaucoup d'amour qui nous a permis de continuer à vivre. C'est pas, bien sûr, il y a un instinct de survie en chacun de nous, mais je suis aussi, moi en tout cas, c'est avec cette certitude que moi je travaille, qu'on a reçu beaucoup d'amour et que cet amour,
on ne l'a pas toujours perçu comme tel. Parce que justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a pu avoir des peurs, il y a pu avoir des raisons familiales qui fait qu'on attend un enfant d'une certaine façon aussi, qui va parasiter la relation intime, puissante d'amour entre la mère et l'enfant. Et en fait, dans les situations que j'accompagne, c'est ça qu'on va retrouver le plus, c'est-à-dire au bout du bout, cette relation qui est la relation, notre fondement dans la vie, elle commence par là. On est quand même passé tous par ce temps de gestation, ce temps de développement dans un ventre maternel. Et si on est là aujourd'hui, c'est que cette mère qui nous a porté, cette maman qui nous a porté, elle nous a aussi nourris. C'est pas que son corps qui nous a nourris pour être là, c'est qu'il y a eu un amour profond. Et c'est de retrouver ce lien-là, ce lien d'origine, qui est un lien pur, et de pouvoir recontacter ça pour retrouver la relation affective plus fluide, plus claire, plus facile et moins parasitée par toutes les croyances qu'on a pu avoir depuis avant la naissance. Alors écoute, parfait, le thème de l'enfant intérieur, c'est un thème qui me parle particulièrement parce que c'est vraiment, j'ai fait des séminaires sur le sujet, c'est un thème pour moi incontournable de guérison. Vraiment, c'est la partie en nous, oui, qui appartient. C'est pas que notre passé, l'enfant intérieur, c'est tout ce que l'enfant que nous étions a accumulé comme blessure, comme croyance, et comme pensée, comme émotion. Donc c'est tout un ensemble, c'est toute une composition en fait de quelque chose qui est toujours en nous, tel que nous avons vécu les choses, telles que nous les avons crues. Tout à fait. Et nos croyances, elles sont puissantes et terribles à la fois parce que elles nous font avoir des programmes de comportement sur une croyance. Si je crois que je ne suis pas aimée, eh bien, sans le savoir, parce qu'il y a eu un événement qui m'a fait ressentir ça, que l'émotion m'a fait ressentir ça, je vais finir par créer cette croyance qui n'est des fois même pas consciente du tout. Et aussi, elle ne peut pas aussi forcément nous appartenir, parce que ça peut émaner d'un événement, ça peut émaner aussi d'un individu, très souvent. Il va croire qu'il arrive tel événement, donc ça va lui arriver, et après il se l'approprie, et en fait il achète cette croyance, et par conséquent ça va lui arriver par défaut. C'est ça, il y a de ça. On achète la croyance, mais on l'achète cher, elle va nous coûter cher, ça, parce c'est sûr. que c'est garanti. Donc elles sont vraiment à aller visiter nos croyances, parce que voilà, c'est aussi un thème que j'aime beaucoup, parce que ça va être un thème où on va tirer le bon fil, en se posant les bonnes questions, on va avoir les bonnes réponses, donc tout est là. Et la croyance va nous faire construire un schéma de comportement. Si je crois que je ne suis pas aimée pour toutes les raisons, pour ce que j'ai vécu, pour ce que j'ai reçu comme héritage généalogique, eh bien je vais construire bien inconsciemment, mais notre cerveau c'est très bien, notre être c'est très bien, notre cerveau, notre mental c'est très bien faire ça. Je vais construire un schéma de comportement qui fait que je vais régénérer un événement qui va lui-même régénérer une émotion et lui-même venir fortifier cette croyance. Donc la croyance agit comme un moteur, vraiment comme un programme qui se met en route. Par exemple, je crois que je ne suis pas aimée, et bien sans le savoir, je vais faire des choses qui vont attirer des colères, et très inconsciemment, et ça va recréer des événements qui vont me faire dire, tu vois bien, on me gronde, ou alors on me rejette, ou alors c'est bien parce que je ne suis pas aimée. Et c'est bien ce cercle vicieux qui est terrible, parce qu'une fois qu'on a ancré une croyance en nous, eh bien c'est là, on va dire, la machine, comme on appelle ça dans les bateaux, dans la soute, tu vois, toute la machine, toute la machinerie, c'est ça. Le charbon pour pouvoir faire chauffer. C'est ça. Donc voilà, c'est de pouvoir revenir dans la partie de la machinerie, là, puis d'aller voir voilà, qu'est-ce qui alimente, c'est quoi ce charbon là qui alimente ces croyances et qui font qu'on tourne en boucle, et on répète,
et on répète, et on ne comprend pas pourquoi on répète. Parce qu'entre-temps, on a grandi, entre-temps, on a une certaine sagesse, on a compris beaucoup de choses, et pourtant, dans notre comportement, il y a comme des incontournables. On peut s'observer, répéter des comportements, et ne pas pouvoir faire autrement. Et c'est bien ça, voilà, le fond de, on va dire, de la question qu'on va retrouver en thérapie, et que moi j'accompagne particulièrement, c'est je comprends pas pourquoi, je répète ça, je le vois, mais je peux pas faire autrement. Et donc voilà, c'est les clés sont, pour moi, en tout cas c'est là que moi je vais accompagner, et qu'on va trouver des belles réponses qui à chaque fois seront uniques parce que chaque personne est unique. Voilà, de trouver les clés dans l'enfance, avant 7 ans, dans les événements au moment de la naissance et dans la vie prénatale. Et bien sûr dans la psychogénéalogie, bon ça on va trouver aussi les informations. Mais voilà, c'est cette lecture-là de la vie que moi j'aime infiniment, parce que c'est là que j'ai trouvé mes plus grandes clés de guérison. Et c'est là aussi que, en les offrant aux gens qui viennent, je sais qu'on trouve de quoi transmuter le lourd en léger, en tout cas que la vie devient... J'aimerais revenir sur les croyances limitantes, qui a très bien été illustré, et tu as dit exactement le processus juste. Il y a un ingrédient en particulier qui entretient les croyances limitantes, et c'est le discours intérieur. Tout dépend en fait comment on dialogue avec soi, et c'est ça aussi qui nourrit les croyances limitantes ou qui nourrit les croyances dynamisantes. Donc on est aussi entretenu par les deux, et parfois ça peut être entre les deux, ça va dépendre aussi le contexte de chacun, et comment aussi, quel est votre type de comportement que vous avez, votre attitude. Ça peut être soit vous voyez le verre à moitié plein, soit vous voyez le verre à moitié vide. Après, ça va dépendre aussi également de la nature de l'individu, comment il avait grandi, comment il a été conditionné, je le dis aussi un petit peu entre guillemets, mais néanmoins, il y a aussi tout ça qui entre également en compte dans la vie de l'être humain. Tout à fait, comment il s'est adapté, voire suradapté. Absolument. Bien sûr, oui. Ouais. Donc quel est le message que tu aimerais faire passer aux gens qui nous regardent à présent? La vie est belle, hein. Ça c'est le message que je porte de façon la plus sûre en moi. Voilà, la vie elle nous bouscule aussi à tous âges, pour toutes raisons. Voilà, quand je dis la vie est belle, c'est pas que... à un moment c'est un acquis et puis ça roule et puis tout va bien. Chaque jour on est remis en question, chaque jour. Mais cette certitude, c'est cette certitude qui nous fait avancer, c'est cette certitude que tu ne peux convaincre personne de ça, mais tu peux inspirer les autres, en tout cas à t'ouvrir à cette idée-là. Voilà, même quand les choses sont vraiment douloureuses et voilà, donc le message c'est au nom de la vie qui est belle et qui est là pour qu'on se réalise aussi, parce qu'on est là pour ça, révéler qui nous sommes, offrir au monde qui nous sommes, offrir nos talents, offrir nos expérimentations, en fait, ce qu'on a appris en tout cas de ce qu'on a vécu. Donc le message c'est avec cette idée-là que la vie est juste merveilleuse. C'est de se donner les moyens quand elle nous semble dure, douloureuse, et bien de comprendre ce qui nous l'a fait voir comme ça pour la voir autrement, la voir dans la lumière et la voir légère. Exactement. Ouais. Il me semble que tu avais écrit un livre, non? Enfin, oui, j'ai accompagné une histoire magnifique que j'ai fait mettre en bande dessinée qui s'appelle Les Passerelles de Léo. Et Les Passerelles de Léo, eh bien, ça raconte l'histoire d'un enfant, mais c'est pas un livre destiné que aux enfants. Comment d'une histoire qui semble verrouillée, qui semble répétitive mais sans solution, en la mettant en lien, et c'est là les passerelles, en la mettant en lien avec ce qui a été vécu avant même la naissance, et bien tout d'un coup ça se dénoue, ça se libère, ça se révèle et ça se transforme. Voilà, donc c'est
un livre que je vends sur mon site, c'est un livre qui est en vente sur fnac.com et qui, voilà, qui est un message simple mais qui plaît bien. Voilà. Super, on est là pour ça. Donc des infos sur ton site. Oui, sylvie-vignac.fr. Je travaille à côté de Pau, mais je travaille aussi à distance, voilà, pour l'info. Donc moi vous savez, rendez-vous sur www.lasimcar.com, je suis également disponible dans les réseaux sociaux, donc tout est indiqué dans le descriptif en dessous de la vidéo. Et voilà, moi pour ma part, c'est avec beaucoup de plaisir et de gratitude d'avoir fait cette discussion, d'avoir échangé, d'être rentré vraiment dans le vif du sujet. Donc c'est avec beaucoup de gratitude d'avoir fait cet échange. Je te remercie infiniment. Nassim. Merci à toi Sylvie. Ce joyeux moment. Plaisir partagé en tout cas. Partagé avec le public qui nous regarde. Merci. Merci encore et à très vite. Au revoir. À bientôt.